Bonjour Marc Legrand, bonjour Philippe Peuzet. IPK s'apprête à fêter ses 75 ans. C'est important d'être là aujourd'hui, de témoigner. Pour moi, c'est très important. On est tous bénévoles, engagés au sein du conseil d'administration parce que on aime ce projet et on aime cette aventure. Et c'est toujours un privilège, d'une certaine manière, que d'apporter un petit témoignage sur cet héritage absolument fantastique. Je pense qu'effectivement, il y a 75 ans, on avait la même volonté, essayer de répondre aux besoins des entreprises, d'une part, et répondre aux besoins des salariés sur la dimension sociale. Tout le monde sait que les plus grandes entreprises sont celles qui sont les plus performantes dans le domaine de la dimension sociale et qu'il y a un lien entre les deux, un lien de cause à effet. Donc, on est enchanté de parler de la famille de l'IPK et de l'aéronautique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout le pays est à reconstruire. La situation démographique et sanitaire est préoccupante. Le parc de logement est dans un état désastreux, la mortalité infantile est très élevée et la plupart des personnes âgées ne disposent pas de retraite. Le système de protection sociale existant ne permet pas de répondre à l'urgence du moment. En 1945, les dépenses consacrées à la santé, la prévoyance et la retraite ne représentent que 1% du produit intérieur brut. Le constat est partagé par les leaders des grandes démocraties américaines et britanniques. Dès 1941, Franklin Roosevelt et Winston Churchill portent une déclaration commune qui se donne comme objectif d'après-guerre de promouvoir des systèmes de protection sociale. Ils ont compris que la précarité est un terreau de colère et qu'elle affaiblit les démocraties. En France, cette ambition nourrit le programme du Conseil national de la résistance, qui va se matérialiser par l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui crée la sécurité sociale. Elle doit garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. C'est une innovation sociale majeure qui fonde le système de protection sociale à la française. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures. Autre innovation, la sécurité sociale ne sera pas gérée par l'État, mais confiée aux intéressés eux-mêmes. C'est la naissance du paritarisme. Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d'administration, des caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale. La sécurité sociale a vocation universelle. Pour autant, des régimes dits spéciaux vont subsister, d'autres se mettre en place. L'ordonnance de 1945 prévoit ainsi la création d'institutions de prévoyance, dans le cas très spécifique où elles permettent d'accorder des avantages supplémentaires à ceux créés par la sécurité sociale. C'est précisément ce qui est à l'origine de l'Association générale des institutions de retraite des cadres, l'AGIRC. En 1945, les cadres et la toute naissante CGC se battent pour pouvoir cotiser au-delà du plafond fixé par la sécurité sociale. Un accord est trouvé le 14 mars 1947. Un régime de retraite complémentaire en répartition est créé pour les cadres. La retraite guillotine telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire le passage brusque de la pleine activité à la pleine inactivité, est très peu recommandable, à la fois sur le plan physiologique, psychologique, et aussi sur le plan économique, parce qu'elle ne permet pas de donner aux individus de quoi vivre. Conformément à l'ordonnance de 1945, ce régime spécial est porté par des institutions de prévoyance. Le numéro d'agrément 21 est attribué le 7 octobre 1947 à l'Institution de prévoyance des entreprises de construction aéronautique, l'IPK. L'IPK est créé par la Chambre syndicale des industries aéronautiques, née en 1908, qui prendra plus tard le nom de GIFAS. Celui-ci a besoin d'un organisme dédié pour assurer la protection sociale des cadres de la construction. Il a surtout compris qu'il fallait un outil pour fédérer la profession aéronautique et accompagner son développement. L'industrie de l'aéronautique est à un tournant de son histoire. Les entreprises de construction ont fleuri dans l'entre-deux-guerres. En 1936, pour améliorer la productivité du secteur, le Front populaire crée 6 entreprises aéronautiques d'État. En 1945, la disponibilité en grand nombre d'avions et de pilotes
favorise le développement de lignes aériennes nationales et internationales. Les compagnies se multiplient. Mais la France occupée a pris du retard sur ses alliés. Pour le combler, elle va investir massivement dans l'aéronautique. Elle entend jouer un rôle majeur dans cette industrie en pleine expansion. Elle décide de réunir tous ses moyens de recherche au sein d'un organisme unique, l'ONERA, créé le 3 mai 1946. Et elle va se lancer dans une politique de rationalisation du secteur, œuvrer à la création de groupes de taille nationale. C'est ainsi qu'en 1957, les 6 entreprises aéronautiques d'État fusionnent pour donner naissance à 2 champions nationaux, Nord Aviation et Sud Aviation. L'IPK a été pensée pour accompagner et faciliter de telles fusions. Dès 1962, elle offre une protection sociale très complète à ses adhérents. Hospitalisation, frais médicaux, pharmacie, dentaire, maternité. Mais elle propose également une action sociale pour les plus démunis et des prêts à la construction, le 1% logement avant l'heure. L'industrie aéronautique et spatiale poursuit son essor. En 1965, lancement d'Astérix, le premier satellite artificiel français. 8 ans après le Spoutnik des Soviétiques et 7 ans après l'Explorer des Américains, la France devient la 3e puissance spatiale mondiale. Le général de Gaulle ne s'y trompe pas, qui décore lui-même les ingénieurs et ouvriers qui ont permis ce succès. 2 mars 1969, premier vol du Concorde, le seul avion de ligne supersonique de l'histoire, un avion mythique. Vous voyez que la machine vole, et je peux ajouter qu'elle vole bien. Quelques semaines plus tard, au Salon du Bourget, Jean Chamand, ministre des Transports français, et Karl Schiller, ministre de l'économie de la RFA, signent l'acte de naissance d'un programme d'avions européen intitulé Airbus A300B. L'alliance aéronautique franco-allemande est née. Quelques mois plus tard, une autre alliance est scellée. Nord Aviation, Sud Aviation et la CEREB, constructeur d'engins balistiques, fusionnent pour donner naissance à la Société nationale industrielle aérospatiale, qui prendra quelques années plus tard le nom d'Aérospatiale. 2 entreprises ont décidé de fusionner. Alors, M. André Turca, quelles sont les raisons de cette opération ? Eh bien, nous sommes fusionnés sous un titre qui comprend le mot industriel. Ce qui commande la fusion, c'est précisément le marché de l'aviation. Là encore, au-delà de la pertinence des projets industriels, la réussite de ces fusions majeures repose sur la cohérence et l'unité du projet social. Toutes ces étapes se font par des intégrations de structures juridiques, mais derrière les structures juridiques, il y a des femmes et des hommes qui constituent les forces vives des entreprises. Et bien évidemment, le projet social, le statut social, constitue un ferment absolument capital pour favoriser, pour aider au travail collaboratif. 1972, premier vol de l'A300B sorti des chaînes de montage d'Airbus, le premier d'une longue série qui va installer l'avionneur européen dans le paysage mondial et venir concurrencer Boeing qui règne alors en maître. 1 an plus tard, le Mirage G8 sort des usines Dassault. Il est l'avion européen le plus rapide de l'histoire. Mais Dassault travaille déjà sur l'avion de combat du futur, nom de code Rafale. La construction aérospatiale n'est pas en reste. Le 24 décembre 1979, Ariane 1 s'envole dans le ciel de Kourou. L'Europe de l'aérospatiale décolle enfin. 1991, 5 ans après ses premiers essais, le Rafale effectue son premier vol dans le ciel d'Istres. C'est un succès. « 1992 est une grande date dans l'industrie hélicoptériste. C'est la fusion des divisions hélicoptères du français Aérospatiale et de l'allemand DASA pour former Eurocopter, qui devient le premier producteur mondial de voilures tournantes. 1992 est une année très importante dans la suite des événements de l'histoire de l'IPK. D'abord, l'IPK décide de se développer dans le monde interprofessionnel. Mais l'IPK décide également d'élargir son assise de clientèle en proposant des garanties aux non-cadres. Parallèlement à cette nouvelle stratégie qui se mettait en place, l'IPK s'est retrouvé dans des discussions de rapprochement avec différentes institutions de prévoyance qui étaient des organismes génétiquement compatibles avec l'IPK, mais auxquels manquait le principal ingrédient. Ils n'appartenaient pas à la même grande famille de l'aéronautique. Dit autrement, pour se marier avec l'IPK, il faut faire partie de la famille. Et la famille Aéro ne cesse de grandir. 1999, Aérospatiale et Matra Haute Technologie se marient. Moins d'1 an plus tard, le nouveau groupe fusionne avec l'allemand DASA et l'espagnol CASA pour former le premier groupe aéronautique et aérospatial en Europe,
et le troisième au monde, baptisé EADS, qui deviendra Airbus. La division spatiale du nouveau groupe crée Astrium, société spécialisée dans l'industrie des lanceurs et du satellite, qui développera notamment la famille de satellites Eurostar, la plus fiable de l'histoire. La même année, naît MBDA, fusion des principaux constructeurs de missiles français, italiens et britanniques. Quelques années plus tard, MBDA fait l'acquisition de LFK, la filiale allemande de missiles d'EADS, et devient, avec ses 12 000 salariés, le leader mondial du secteur. En 2009, l'équipementier Daher rachète la Socata, la filiale d'avions d'affaires et de tourisme d'EADS. Avec cette nouvelle activité de constructeur d'avions, l'entreprise familiale, née en 1863, devient un acteur majeur de l'aéronautique qui emploie 10 000 salariés dans le monde. 2014, Eurocopter devient Airbus Hélicoptère et s'affirme plus que jamais comme le premier fabricant d'hélicoptères civils au monde et l'un des principaux constructeurs d'hélicoptères militaires. 2016, c'est la naissance d'Ariane Group, co-entreprise détenue à parts égales par Airbus et Safran. Les 7600 salariés du nouveau groupe sont chargés de développer et d'exploiter les lanceurs Ariane les plus fiables du marché commercial mondial. En 15 ans, le marché aéronautique et spatial français s'est profondément transformé. Les champions nationaux sont devenus des leaders mondiaux, employant plusieurs centaines de milliers de salariés. Sur cette période, IPK a poursuivi son développement, confortant sa place de leader de la protection sociale de la filière aéro, en se consacrant désormais exclusivement à l'activité de prévoyance, car l'institution a choisi d'abandonner l'activité de retraite complémentaire dès 2006. La retraite complémentaire devient de plus en plus normée et ne représente plus du tout un objet stratégique pour la filière. L'IPK devient de ce fait un pur player de l'assurance de personnes. L'institution est solide financièrement, elle a un outil de gestion performant, elle a une offre complète, elle a la proximité et la confiance de ses clients. Elle va devoir se développer sur son public affinitaire. La stratégie d'IPK est très claire. Nous sommes au service des entreprises et des salariés de la filière aéronautique, espace et défense et on va rester sur ce créneau-là. C'était la feuille de route d'Alain Del Puerto, ce sera celle de son successeur, Philippe Ricard, qui prend la tête de l'institution en 2016. Une institution très solide qui peut s'enorgueillir de protéger 6 salariés sur 10 de la filière aéronautique et spatiale. IPK souhaite aller plus loin encore. Elle fait évoluer sa gamme produits, lance l'application MyIPK pour faciliter encore la relation client, modernise son image en adoptant une nouvelle charte graphique et un nouveau logo. Elle renforce ses liens avec le GIFAS, réaffirme sa présence dans la presse professionnelle, renoue avec le Salon du Bourget et rénove son siège de la rue Baruel qu'elle inaugure en 2019 avec toute la famille Aéro. Dans la foulée, c'est le lancement du nouveau plan d'entreprise CAP 2020 construit par le conseil d'administration qu'il appartient à Philippe Ricard et ses équipes de mettre en œuvre. CAP 2020, c'est 3 ambitions. Une première sur, évidemment, développer l'affinitaire, rester dans le milieu aéronautique, mais aller au-delà de la construction aéronautique, c'est-à-dire aller aussi chez les sous-traitants. La deuxième ambition, c'est accompagner les restructurations, les différentes fusions, acquisitions de la filière aéronautique. Et encore aujourd'hui, il y a un mouvement permanent. La troisième ambition du plan CAP 2020, c'est évidemment d'accompagner les évolutions réglementaires du milieu de l'assurance et de la protection sociale. De la même façon que la retraite s'est normalisée dans les années 2000, on est exactement à la même étape sur la santé et la prévoyance. Donc il va falloir se réinventer et repositionner IPK au cœur de la négociation collective des entreprises de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Les choses bougent énormément. La prévention est en train de prendre le pas sur finalement la santé. Les services viennent compléter la dimension santé et donc il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut vraiment se développer dans les services, la prévention et les domaines très vastes de la santé au travail. C'est un modèle très nouveau, un modèle, je dirais, de protection sociale globale sur la prévention du sinistre, c'est-à-dire éviter autant qu'on pourra le faire, à ce qu'il intervienne. Dès lors, c'est une politique très volontaire qui est lancée en matière de nouveaux services et de prévention, au plus près des grands bassins d'emploi et au sein même des entreprises. Avant Bordeaux et Paris, Toulouse inaugure les premières rencontres de la forme. On avait décidé en conseil de ne pas rester parisien et de bouger, de venir sur le terrain dans les grands centres d'activité aéronautique pour être plus proche des adhérents, des participants et pouvoir leur proposer un certain nombre de choses. Ah bah c'était super. Franchement, on a l'impression de démarrer une nouvelle vie et puis d'avoir plein d'armes. Hein. C'est aussi l'installation
des premiers espaces services santé chez Airbus avant d'envisager leur déploiement chez d'autres adhérents. Des cabines de téléconsultation à distance, des opticiens et des ostéopathes directement sur site au service des salariés. On peut regarder la crise du Covid comme un accélérateur de transformation qui a amené des questions au niveau des entreprises dans l'organisation du travail, mais aussi dans la gestion de la sécurité mentale et sécurité physique des collaborateurs. Il y a des tabous qui sont tombés pendant la crise Covid, on le voit bien, on en parle beaucoup plus, il y a une parole qui s'est libérée autour de toutes ces souffrances, et je crois que c'est bien, ça va dans le bon sens, que cette parole se libère et que l'on accepte finalement de vivre tous, les uns les autres, avec cette vulnérabilité, ce qui ne veut pas dire ne rien faire, bien au contraire, mais la prendre complètement dans sa dimension et travailler autour de tout ça. Et ça, c'est la mission d'IPK. Pour répondre à sa feuille de route, devenir un acteur global de la santé et faire de la prévention un nouveau métier à part entière, IPK va nouer une alliance stratégique. Fin 2020, l'institution de prévoyance se rapproche de la mutuelle de la solidarité aéronautique, la MSAE. À la fin de l'année 2020, les deux assemblées générales de ces deux structures ont décidé ensemble de créer une structure dédiée à la prévention. Cette structure démarre son activité et aujourd'hui, c'est un des principaux axes de développement d'IPK et de la MSAE. C'est dommage parce qu'avec le masque, tu vois pas le plaisir qu'on exprime. Mais il est réel quand même, Marc. On est super content, super content. Premier chantier de l'Alliance, lancé auprès de tous leurs adhérents, en lien avec le GIFAS, une grande enquête sur la santé et la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux qui permettra de bâtir une politique de prévention des RPS dédiée à la filière aéro, puis de mettre en œuvre des actions collant au plus près des besoins des adhérents et participants. Concrètement, à partir d'un recueil de données précises dans un échantillon de sites industriels, représentatifs en termes de métiers, d'activités et de bassins d'emploi, puis dans un deuxième temps au travers d'une enquête très détaillée effectuée sur l'ensemble de leur portefeuille, nous réalisons pour IPK MSAE le baromètre de la santé, qualité de vie et des conditions de travail pour l'ensemble de la filière aéronautique et spatiale. L'offre de prévention collera à la réalité des risques par type de métier, de pratique et d'environnement. Cet outil permettra de piloter annuellement les actions mises en place et d'en mesurer l'efficacité. 2022. Airbus a définitivement pris la place de Boeing comme premier producteur mondial d'avions commerciaux et s'engage activement dans la course à l'avion zéro émission. Après une année déjà exceptionnelle, Dassault continue d'aligner les succès du Rafale et du Falcon à l'export et travaille avec Airbus sur le chasseur du futur. Les satellites Eurostar détiennent le record mondial de longévité, avec plus de 1000 années de fonctionnement en orbite sans défaillance. Avec 17 lancements prévus sur l'année et la signature avec Amazon du contrat le plus important de son histoire, Arianespace reste le leader incontesté des lanceurs commerciaux et prépare l'envol d'Ariane 6. L'aéronautique et le spatial sont une des grandes réussites européennes et le fleuron de l'industrie française, avec 200 000 salariés et 700 000 emplois indirects. Des salariés issus d'entreprises différentes, d'histoires sociales différentes, qu'il a fallu accompagner, harmoniser, structurer. C'est le rôle de l'Institution de prévoyance des entreprises de construction aéronautique depuis 1947. Le 7 octobre 2022, l'IPK fêtera ses 75 ans. Ce que l'on souhaite à IPK, c'est de continuer sa transformation, de continuer à accompagner la transformation des entreprises et de pouvoir être aussi pertinente qu'elle l'a été pendant ces 75 dernières années. J'ai aucun doute. L'aventure ne fait donc que commencer. Je ne saurais vous citer tous ceux ou celles qui ont marqué l'histoire des IPK depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais à tout le moins, pour ceux que j'ai eu la chance de côtoyer, je citerai à minima 2 directeurs des relations sociales du groupe Airbus ou Aérospatiale juste avant, qui ont été Jean Bourgeois et Frédéric Agenais, qui ont véritablement marqué de leur empreinte
l'institution, et je suis sûr, Marc, que tu as aussi quelques noms en tête. Forcément, on est marqué par le premier président avec qui on a l'occasion de travailler, donc je citerai Philippe Kilgars, qui s'était énormément investi au niveau de l'indépendance de l'IPK, et Jean-Claude Lautier, bien entendu, même s'il faisait un binôme exceptionnel avec Georges Bougnoux côté MEDEF. Je m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez une invitation.